Un policier local a pointé une arme sur un homme qui prenait un café, s'est moqué de son badge des services secrets, et quelques minutes plus tard, s'est retrouvé encerclé, désarmé et exposé devant une foule qui a tout filmé. Cela s'est produit un mardi matin, pas assez tôt pour donner l'impression que le monde dormait encore, mais juste assez tard pour que la circulation près de Spartanburg commence à se densifier avec des gens qui prenaient un café et se précipitaient vers des réunions auxquelles ils ne voulaient pas vraiment participer. Quinton Docteur s'était arrêté au chevron sur East Blackstock Road, juste à l'ouest de la ville. SUV noir, profil bas, plaque gouvernementale. Il ressemblait à quelqu'un qui venait de Washington, pas à un type coincé entre la pompe 6 et la machine à boîte rouge, près de la glacière. Un homme grand et solide d'une quarantaine d'années, au regard calme et à la posture de ceux que l'on laisse passer sans qu'ils aient à le demander. Il portait un costume anthracite, une chemise blanche impeccable, pas de cravate, juste un écouteur dans l'oreille droite et un petit éclair argenté à la taille. Le badge, visible uniquement si on regardait bien. Il ne traînait pas, ne prenait pas de snack. Il avait juste besoin de caféine. Une tasse, noire. C'était tout. Alors qu'il sortait du dépanneur, café à la main, c'est à ce moment-là que l'officier est arrivé. Ray Danlo, adjoint du comté. Poitrine large, coupe au bol, lunettes aviateurs même si le temps était nuageux. Il s'est garé brusquement, volant tourné à fond, à moitié dans les lignes. Il a vu Quinton, vu le SUV, vu le costume et pour lui, c'était suffisant. « Ce véhicule est à vous ?» a-t-il demandé en sortant rapidement, la main posée sur son arme de poing. Quinton le regarda calmement. « Oui, monsieur. »« Les clés ?» aboya Danlo en s'approchant. « Donnez-moi l'immatriculation. »« C'est quoi votre nom ?» Quinton haussa un sourcil. « Monsieur, je suis en mission officielle. Je peux vous montrer mon... » « Je t'ai demandé ton nom, » répliqua Danlo plus fort, les yeux tremblants derrière ses lunettes de soleil, la main à présent complètement agrippée à l'étui. Quelques personnes jetèrent un œil depuis les pompes. Un homme près du lave-auto s'arrêta, téléphone en main. Quinton garda une voix égale. « Je m'appelle Quinton Docteur, chef adjoint des services secrets des États-Unis. » Cela ne fit qu'attiser la méfiance de Danlo. Il fit 2 pas rapides en avant, en posture agressive. « Ne joue pas avec moi, lança-t-il. Tout le monde a une histoire. Tu fais le malin dans ton costume, hein? C'est la voiture de ton cousin? Tu as enlevé quelqu'un? » Quinton cligna des yeux. « Je peux sortir mes papiers lentement. Ils sont dans ma veste. » Danlo renifla. « Tu crois que j'ai jamais vu de faux badge? » Il fit un pas en arrière et sortit son arme. Une femme près de la pompe numéro 2 poussa un cri étouffé. « Les mains où je peux les voir ?» hurla-t-il. Quinton ne broncha pas. Il posa son café au sol, s'agenouilla lentement, puis croisa ses doigts derrière la tête. Sa voix resta calme. « Je ne suis pas une menace. Mon badge est dans la poche intérieure gauche. » Mais Danlo s'en fichait. Il ricana, l'arme toujours braquée. Ce gars croit qu'il est dans un film. Quinton jeta un œil à la foule qui s'étoffait. De l'autre côté du parking, quelqu'un décrocha son téléphone. L'officier tourna lentement autour de lui, tentant de se placer derrière. « Tu as une planque dans ce SUV, hein? Tu filmes ça avec tes potes ?» Quinton garda le silence. Le silence était plus sûr. Puis vint le moment qui changea tout. Danlo se pencha et ouvrit la portière du SUV. Il ne trouva ni drogue, ni arme. Juste un ordinateur connecté à la console et une pièce d'identité officielle accrochée à la doublure de la boîte à gants. Il hésita. Quinton parla, d'une voix assez forte pour que tout le monde entende. « Vous venez d'ouvrir un véhicule fédéral sécurisé sans motif probable. » Les yeux de Danlo se plissèrent. « Ouais. Et vous venez de vous faire passer pour un agent fédéral. » C'est alors qu'un deuxième SUV noir entra sur le parking. Vitres teintées, moteur silencieux. Danlo ne le vit pas encore. Son attention restait fixée sur Quinton, arme toujours au poing. Mais quelqu'un à l'intérieur du second véhicule avait tout vu, et ne riait pas. Le doigt de Danlo était un peu trop proche de la gâchette.
Il tournait autour de Quinton comme un prédateur cherchant à marquer son territoire, mâchoire serrée, mots précipités. Le badge ne signifiait rien. Le calme, la posture confiante, rien de tout cela n'était enregistré. « Tu fais le malin, hein » marmonna-t-il. « On va voir combien de temps ça dure. » Quinton restait à genoux sur l'asphalte, main derrière la tête. Il ne répliquait pas. Il ne tentait pas de se justifier. Il attendait. 2 enfants s'étaient arrêtés près du distributeur de snacks, yeux écarquillés, en train de filmer. Un homme d'âge moyen s'appuyait sur sa camionnette à la pompe 4, bras croisés, observant. Et maintenant, le 2e SUV s'était arrêté près de la pompe à air. Danlo tourna la tête au bruit d'une portière qui se fermait. Une femme en sortit. Grande, peau brun clair, entièrement vêtue de noir, écouteurs à l'oreille. Aucune hésitation dans sa démarche. « Quel est le statut de docteur » demanda-t-elle. Quinton ne bougea pas. Agent local non conforme. Arme dégainée. Fouille non autorisée d'un véhicule sécurisé. Je n'ai pas résisté. Les yeux de la femme se posèrent sur Danlo. Tu veux expliquer ce que tu fais ? Il se retourna, baissant son arme d'1 pouce seulement. Vous êtes qui ? Elle sortit son badge de sa poche poitrine. L'agent principal Ken Ramos, service secret des États-Unis. Cet homme est mon supérieur. Danlo cligna des yeux. La tension baissa légèrement, mais sa fierté persistait. Il prétendait appartenir au service secret. Je n'allais pas le croire sur parole. Vous avez pointé une arme sur un agent fédéral, répondit-elle froidement. Ce n'est pas une supposition. C'est un crime. Un instant, il sembla qu'il allait répliquer, mais sa voix faiblit. Il ne l'a pas montré. Ne finissez pas cette phrase, l'interrompit-elle. Vous en avez déjà trop dit. Un 3e SUV arriva. Celui-là plus rapide, plus affirmé. 2 hommes en descendirent. Costume sombre, pas de lunettes, arme dans les étuis, main prête. L'un d'eux, très anguleux, tempes grisonnantes, s'approcha de Quinton et parla à voix basse. « Chef adjoint docteur, êtes-vous blessé ? » Non, monsieur. Nous avons les enregistrements des caméras corporelles. Des témoins filment aussi. Les forces de l'ordre local n'ont pas vérifié les identifiants avant de dégainer. Confirmé, répondit Quinton, toujours à genoux. Kendra lui lança un regard. Vous pouvez vous relever, monsieur. Quinton se releva lentement, un peu de poussière sur son pantalon. Calme. Imperturbable. Il ajusta l'ourlet de sa veste comme s'il entrait dans une réunion et non sur le parking d'une station-service où une arme avait été pointée sur lui. Et pourtant, l'officier dans l'eau ne recula pas vraiment. Il se tourna vers les agents, torse bombé. Vous n'allez pas venir ici avec un traitement spécial. J'ai fait ce que je pensais juste. Vous aviez tort, déclara l'agent aux tempes grises. Et vous faites maintenant l'objet d'un rapport fédéral pour mauvaise conduite. Un homme dans la foule cria. Je l'ai filmé. Un autre ajouta. Il lui a pointé une arme dessus pendant tout ce temps. Danlo regarda autour de lui. Les murs se refermaient. Son ton changea. Je ne voulais pas dire ça. J'avais des raisons. Ils peuvent attendre le rapport. Vous allez subir des pressions. Du public, de l'interne, du politique. Nous recevons déjà des demandes des médias. MSNBC, The Hill, même des radios locales vous demandent votre nom. L'expression de Quinton ne changea pas. Laissez-les deviner, pour l'instant. De l'autre côté du parking, Danlo était assis à l'arrière d'une berline gouvernementale, non menottée, mais visiblement secouée. Son agent de liaison, un homme au visage rouge nommé lieutenant Bird, était maintenant sur les lieux, marchant en large cercle autour du véhicule en marmonnant dans son téléphone. À l'intérieur de la station-service, le commis, un homme nerveux à la barbiche nommé Héron, se tenait les bras croisés, regardant par les fenêtres. « Je l'ai déjà vu », déclara Héron à l'un des agents venus recueillir sa déposition. Le flic, Danlo. Il agit toujours de manière très nerveuse. Une fois, on s'est disputé parce que je ne voulais pas déverrouiller le frigo à bière plus tôt.
Avez-vous été témoin de l'incident d'aujourd'hui depuis l'intérieur, demanda l'agent. Héron hocha la tête. J'ai vu le début. Je croyais que c'était un braquage ou un truc du genre. Puis j'ai vu le gars s'agenouiller et dire qu'il était des services secrets. C'est là que j'ai sorti mon téléphone, mais l'agent est arrivé avant que je puisse filmer quoi que ce soit d'utile. L'agent prit note. Seriez-vous prêt à faire une déclaration officielle si nécessaire? Héron soupira. Ouais. Je veux pas que ça m'arrive juste parce que je porte une veste qui plaît pas à quelqu'un. De retour dans le SUV, Kendra regarda Quinton. Tu es sûr que ça va? Il fit un petit signe de tête. J'ai l'habitude de voir des choses arriver aux autres. Pas d'être au milieu. Tu l'as géré comme une machine. Il le fallait. Si j'allais trop vite, je devenais l'histoire. Mais pas le genre qui finit par un titre. Le genre qui finit par un enterrement. Mercer resta silencieux un moment. Puis il ajusta son siège et se tourna vers Rachel. Que fait le département au sujet du statut de Danlo? Placé en congé administratif, répondit-elle. En attente d'une enquête complète. Pas de badge, pas d'armes, pas d'accès aux systèmes internes. L'inspection administrative a ouvert une enquête parallèle. Le bureau du gouverneur a-t-il déjà été appelé? Pas encore, mais je lui donne 1 heure. Peut-être moins. Dehors, la foule s'était en grande partie dissipée. Quelques curieux restaient, espérant un rebondissement, mais la plupart étaient déjà partis avec leur propre version de l'histoire à raconter au dîner ou plus tard sur Facebook. Une femme, les cheveux tressés en fils d'argent, sandales en cuir aux pieds, se pencha vers la fenêtre de sa voiture et dit à sa fille. « Tu vois cet homme? C'est comme ça qu'on tient bon, sans perdre son âme. » Quinton, toujours assis dans le SUV, regardait droit devant lui. Ni colère, ni triomphe. Juste la réflexion. « Ce n'est pas seulement à propos de moi, dit-il finalement. Ça arrive tout le temps. La seule différence, c'est que moi, j'avais un badge et du renfort. La plupart des gens n'ont rien. » Kendra posa brièvement la main sur le dossier du siège devant elle. Et c'est pour ça qu'il est important que tout le pays ait vu ce qui s'est passé. Mais la conversation ne faisait que commencer. Les retombées allaient s'intensifier. Et cette fois, personne ne pouvait prétendre ne rien avoir vu. En début d'après-midi, la vidéo était déjà en tête des tendances sur plusieurs plateformes. Le hashtag Quinton Docteur envahissait les fils d'actualité, accompagné de légendes comme « Il est resté calme, ils l'ont jugé, ils ont échoué, combien de fois cela s'est-il produit sans caméra ?» Les chaînes d'infos tournaient en boucle. Un agent noir des services secrets détenu à tort dans une station-service. Un agent pointe son arme sur un collègue fédéral filmé en direct. Ainsi, la petite ville de Spartanburg était devenue le centre d'un débat national. Dans un poste de commandement sécurisé du DHS, Quinton était assis à une longue table en acier. Autour de lui, conseiller juridique et responsable de la communication débattait stratégie. « On ne peut plus garder votre nom secret », déclara Marian Shaw, conseillère média. « Vos photos circulent déjà. Quelqu'un de votre ancien lycée a posté une photo de l'annuaire, et le journal local a confirmé votre identité. Il demande une interview télévisée, ajouta un autre. CNN, PBS, même une émission du matin. » Quinton se frotta le front et s'adossa à sa chaise. « Je ne veux pas être le visage de quoi que ce soit. »« Mais vous l'êtes déjà, » répondit Shaw, doucement. « Même si vous ne parlez pas, les images le font pour vous. » Il jeta un œil à la télévision en sourdine, dans le coin. À l'écran, lui, agenouillé calmement sur l'asphalte, l'arme de Danlo braquée à quelques centimètres de sa tête. L'audio était superflu. L'image disait tout. La pièce se tut lorsqu'un agent de terrain entra avec un dossier. L'examen préliminaire du dossier de Danlo, annonça TL. Plusieurs plaintes pour conduite agressive. 2 incidents de recours à la force ces 5 dernières années. Aucune suspension. Toutes les plaintes classées sans sanction formelle. Shaw secoua la tête. Ils vont le dévorer tout cru, en direct à la télé. Quinton se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, des camions de presse,
des manifestants brandissant des pancartes peintes à la main, des badauds espérant entrevoir un instant d'histoire. Il avait déjà été en mission à enjeux élevés, sommets internationaux, réunions présidentielles, menaces étrangères. Mais rien de tout cela n'était jamais aussi personnel. Aussi exposé. Un coup à la porte coupa net le fil de ses pensées. Un homme plus âgé, cheveux poivre et sel, entra. C'était le directeur Herman Blake, responsable régional des opérations de terrain. « Ça te dérange si je te parle en privé ?» demanda Blake. Les autres quittèrent la salle sans un mot. Blake s'adossa à la table. « Tu as géré ça mieux que la plupart d'entre nous l'auraient fait, dit-il. Bon sang, mieux que moi, probablement. Je n'ai pas eu le choix, répondit Quinton. Lui, il en avait un. Moi, j'ai juste réagi. Blake hocha lentement la tête. Je connais des types comme dans l'eau. Ils ne voient pas souvent ce genre de calme, sauf quand ça finit dans le sang. Là, ce n'était pas le cas. Et ça compte. Quinton expira par le nez. Ça ne devrait pas compter juste parce que j'ai survécu. Blake le fixa un long moment. Si tu veux disparaître tranquillement, je te soutiendrai. Mais je pense que les gens ont besoin d'entendre une voix comme la tienne. Quelqu'un qui n'a pas crié, qui n'a pas perdu pied, qui n'a rien demandé d'autre que d'être reconnu comme ce qu'il était. Quinton regarda de nouveau la télévision. L'écran montrait désormais, côte à côte, sa carte fédérale et une image de la vidéo. Des visages en débat, des commentaires défilant en bas. Finalement, il se tourna vers Blake. Alors je veux le faire à ma manière. Une déclaration. Une seule. Sans détour. Compris. Lorsque Blake sortit, Quinton se rassit, ouvrit un bloc-notes. Il fixa la page blanche un moment, puis prit un stylo. Dehors, le bruit ne cessait de monter. Klaxon de soutien. Micro tendu. Pancarte brandie, nous vous avons vu, justice maintenant. Mais aussi bruyant que fut le monde extérieur, le message que Quinton s'apprêtait à écrire calmerait chaque pièce qu'il traverserait. Parce que ce ne serait pas de la rage. Ce serait la vérité. 3 jours plus tard, Quinton se tenait derrière un simple podium en bois, dans une salle communautaire à l'est de Spartanburg. Pas de drapeau. Pas de fanfare. Juste des chaises pliantes, un modeste système de sonorisation, et environ 200 personnes venues non pas voir un politicien ou une célébrité, mais un homme qu'elles avaient désormais le sentiment de connaître. Il ne portait pas de costume, cette fois.